Du coup, peut-être faire le pont avec Mayotte. Absolument. Je crois que Monsieur Albou a dû nous quitter pour des problèmes des raisons de connexion, c'est ça, SFR. Est-ce qu'il a pu se reconnecter? Sinon, l'occasion peut-être, Monsieur Alonso, puisqu'on parle de l'innovation, de la créativité et de la technopole et de la dynamique technopolitaine qui s'engage à Mayotte, c'est l'occasion peut-être de vous laisser la parole pour, euh, pour témoigner du rôle, de l'envie, de l'appétence qui va être celle du territoire de Mayotte sous la houlette de la CCI et de tous ses partenaires pour engager cette stimulation de l'innovation. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous et merci de m'accueillir à l'occasion de cette table ronde. Effectivement, Mayotte est un territoire qui est à la croisée des chemins entre un territoire en voie de développement avec toutes les problématiques que nous pouvons connaître dans ce cadre-là et un territoire qui est un département en région d'outre-mer et un RUP, région ultra-périphérique, qui doit absolument répondre aux enjeux européens, nationaux, mondiaux, tels que tous les autres territoires de la nation. Dans ce cadre, il y a quelques semaines, on faisait encore l'exercice avec les services de l'État de travailler sur le développement accéléré de Mayotte. Euh, les chantiers sont nombreux. Et effectivement, nous essayons de nous concentrer lorsque nous portons un certain nombre d'outils sur l'essentiel pour démarrer une dynamique, puisqu'on ne pourra pas tout faire du jour au lendemain. Et en l'occurrence, la Technopole, on lui a donné des domaines d'activité stratégiques pour intervenir. Ça reste une technopole généraliste dans le sens où elle n'est pas mono-activité stratégique, mais on va lui en octroyer 5 principalement. L'agro-transformation, les TIC, les services aux entreprises, l'activité marine et évidemment tout ce qui est transition écologique, rénovation énergétique. Et récemment, avec les projets de l'aérotech, évidemment, on a inscrit la technopole dans cette dynamique. Plus globalement, en ce qui nous concerne, nous, à la CCI, nous portons les sujets qui intéressent directement le monde économique. Et concernant l'aérien, nous sommes sur 3 enjeux majeurs que nous souhaitons développer et faire sortir rapidement. Ils ont été évoqués ici à l'occasion des échanges. La maintenance avion, c'est un projet qui avance à grands pas. Il y a plusieurs partenaires au projet qui sont soit en présentiel, soit autour de la table. La DGAC, Rostral, EOA. Nous espérons pouvoir réaliser une première infrastructure qui va donner des solutions aux compagnies basées. Il y en a maintenant 2 ou 3 déjà, EOA, Amelia, mais également aux compagnies de passage sur ce volet-là. Ensuite, il y a la question du fret. C'est un véritable enjeu de territoire, un enjeu de développement, mais un enjeu social avec le lien qui peut se faire avec le fret maritime. Pendant longtemps, et nous le connaissons encore, nous avons ce que vous les spécialistes appelez le RC. On amène nos marchandises par avion jusqu'à La Réunion ou à Maurice. On empote dans des conteneurs et on les fait venir par bateau. Mais malgré tout, malgré toutes ces solutions, nous avons des problèmes récurrents et très nombreux qui concourent à la cherté de la vie de notre territoire liés au fret et au manque de disponibilité du fret. Alors, on commence à travailler, par exemple, avec les partenaires qui sont les grands importateurs sur des solutions d'absorption de volume. Ils sont prêts à ce qu'on essaye d'imaginer, par exemple, sur le territoire de La Réunion, qui peut capter du volume aérien beaucoup plus important, qu'on ait peut-être
dans un hangar la logistique qu'il faut pour enlever tous les emballages des marchandises qui peuvent l'être, par exemple les tissus et autres, pour réimporter dans des valises ou des contenants qui seront en normes et renvoyer tout ça sur Mayotte. Ça permet de gagner en volume pour le fret aérien, par exemple. Voilà. Et le recteur n'est pas là, mais le troisième sujet sur lequel nous sommes engagés ensemble et vraiment à fond, c'est la formation. Le lycée de Petite-Terre a commencé et demain, avec le hangar maintenance avion qui est en projet, nous aurons les plateaux techniques qui vont bien pour pouvoir développer l'apprentissage sur des niveaux CAP, BP et Bac Pro avec des agents de terrain qui pourront être immédiatement employables. Voilà ce que je pouvais peut-être apporter ici en contribution à cette table ronde. Merci pour cet éclairage. Et on voit bien, en fait, depuis tout à l'heure dans l'exposé de Grégory et ce matin aussi, et dans les témoignages, le lien permanent qu'il y a entre la formation initiale, la montée en compétences du territoire, y compris dans la prospective et la formation professionnelle, et finalement tout ce côté diffusion de la connaissance, médiation. Je trouve que le témoignage qu'on a eu tout à l'heure de cette appétence qu'on est capable de stimuler dès le plus jeune âge, 3 ans, va être essentiel. Ça fait peut-être le lien avec Thierry, l'idée qui vous est à tous sortie, mais vous y rêviez depuis un certain nombre de temps, je crois, ce bus. Bien, merci Florence, merci à toute l'assistance d'être là. Effectivement, depuis le début, on entend parler de filière, on entend parler énormément de formation. On a un tout petit peu évoqué le BIA, le brevet d'initiation aéronautique, mais tout ça ne vaut qu'avec des jeunes qui sont stimulés, qui ont envie, qui ont donc appris que ça existait. Et tout cela, forcément, c'est à travers le projet Aérospace, dont on a évoqué tout à l'heure, qui va être un gros bus, un gros camion mobile qui ira à la rencontre des jeunes dans les structures que sont des collèges, des lycées, voire peut-être des maternelles. En tout cas, ça va être l'occasion de porter le message aéronautique et spatial. J'avais quand même une chose importante à dire, c'est que les jeunes, quand ils sont à l'école, pour beaucoup, peut-être certainement certains d'entre nous aussi, on se dit à l'école, à quoi ça sert ce que j'apprends? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le brevet d'initiation aéronautique, il y a les jeunes qui se disent « Ah oui, effectivement, j'apprends un peu de maths, un peu de physique, un peu d'anglais, mais finalement, là, je touche à du concret. » Et c'est vrai que c'est assez important que de pouvoir amener ces jeunes-là à se réaliser dans des choses beaucoup plus concrètes que ce que apporte au départ l'école. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cela? Peut-être dans la salle ou en visio. C'est l'occasion, non, Grégory? Oui, absolument. S'il y a des prises de parole souhaitées. Hop là. Non, mais il y a un micro par là-bas. Oui, okay. Tu peux rester là. Pas vu. Je voulais juste rajouter, pour les écoles, pensez aussi aux enfants qui sont au CNED ou à l'hôpital. Parce que ça peut être vraiment hyper intéressant quand, par exemple, ils sont à l'hôpital. Il y a des fois, moi, je connais des enfants qui sont malades et qui veulent travailler, par exemple, aller au niveau des hôpitaux et voir avec le rectorat pour les enfants qui sont par le CNED. Alors effectivement, c'est un pendant sur lequel on ne s'était pas franchement penché, mais dans toutes les pistes qu'on avait qu'on a regardées, il y a aussi tout ce qui est les quartiers défavorisés. Nous sommes en dehors aussi du parcours éducation nationale strictement, puisqu'en fait, il faut savoir qu'il y a aussi parmi nous pas mal de jeunes qui sont un peu en parcours compliqué, et il faut aussi leur susciter de l'intérêt. Et la filière aéronautique n'a pas besoin uniquement de pilotes, mais aussi de beaucoup de choses. En tout cas, la filière a besoin de personnes motivées, et voilà.
Ça fait le lien je rajouterai juste, cependant, merci pour cette remarque, parce que ça fait aussi partie des choses qui viennent alimenter et susceptibles de faire évoluer cette offre de service dont nous parlons. Ça fait le lien avec votre intervention, Monsieur Aquin. On parle de compétences, de mobilisation prospective. Oui, merci. Je me présente, je suis François Aquin, le directeur. Vous m'entendez bien ou... je me permets de le retirer. D'accord. Attends, je suis désolé. Moi aussi. Je suis François Aquin, directeur de Acto Réunion. Acto, c'est quoi? C'est anciennement Opcalia, pour ceux qui connaissaient. C'est ce qu'on appelle un opérateur de compétences. C'est quoi ce truc-là? C'est l'organisme qui est en charge de collecter les fonds de la formation professionnelle, mais surtout de financer les actions de la formation professionnelle, y compris de l'apprentissage et des contrats en alternance. C'est les organismes, les opérateurs de compétences qui sont en charge aussi des observatoires des métiers. Et Acto représente la branche des métiers de l'aérien. Donc je représente à travers Acto les branches des métiers de l'aérien sous le champ et sous l'angle de la formation professionnelle, pas initiale mais professionnelle, mais sous l'angle aussi de l'évolution des métiers. C'est quoi les... Alors, j'ai un peu la tête qui chauffe, Greg, tu me fais chauffer la tête un peu avec tout ce que tu as présenté. C'est plus une feuille de route, c'est une feuille d'autoroute. Si tout aboutit, tu as du boulot, mon gars. Hein, parce que, tu peux compter sur moi. Parce que tous ces merveilleux projets là qui ont été présentés, qui sont tous extrêmement excitants, ils vont tous se heurter à plusieurs problématiques, mais une au moins dont je suis sûr qui est commune, c'est que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ils vont tous avoir un problème de compétences. C'est-à-dire de recrutement, soit de compétences dans les postes, les personnes en poste, et de regard sur l'évolution des métiers, donc d'anticipation sur la formation professionnelle de demain. Donc ça, c'est alors surtout dans vos métiers qui sont en évolution et en ébullition permanente. Donc ça demande une vigilance, ça demande une veille permanente, mais ça demande aussi des actions de formation et d'accompagnement des entreprises permanentes. Voilà, ça c'est mon petit volet à moi là-dedans, c'est d'amener des supports et des moyens financiers et des dispositifs pour que les acteurs des secteurs de l'aérien, des métiers de l'aérien, parce qu'il y en a un paquet aussi, hein, il n'y a pas que les avions, hein, il y a tout ce qui va autour, on sait bien. Mon job à moi, ça va être de donner des pistes et de temps en temps des financements pour accompagner les professionnels dans le maintien en compétences, dans la perspective de la vision des besoins de demain en compétences, et puis dans l'embauche des jeunes ou des moins jeunes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et nous, opérateurs de compétences, on peut trouver des dispositifs, on peut trouver des financements auprès des différents acteurs. On est en lien avec les branches nationales, hein, qui sont aussi en veille sur le métier, mais on a aussi besoin de vous, des professionnels, pour nous dire demain, on a besoin de quoi en fait. C'est ça le sujet. C'est demain, après-demain, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est quoi les besoins en recrutement, en compétences, en formation. Alors sur la sécurité, on a une vision un peu plus claire, mais sur certains métiers, c'est super compliqué. Alors pour ça, moi je pose la question à Greg. Je lui dis, Greg, comment on fait pour savoir quels sont les besoins en financement de demain? Écoute, on réfléchit ensemble et puis on se dit finalement, ça serait quand même pas mal de faire un vrai état des lieux et puis de faire ce qu'on appelle une étude prospective. C'est quoi ce truc-là? Une étude prospective des emplois et compétences sur un secteur ou sur des secteurs de métiers de l'aérien, c'est de dire c'est quoi l'évolution des métiers? C'est quoi demain les besoins sur notre territoire? Est-ce qu'on va recruter en métropole? Est-ce qu'on va recruter en Afrique? Est-ce qu'on recrute, comment on fait pour répondre aux besoins de nos entreprises? Comment on fait, etc., etc. C'est quoi l'évolution des métiers? C'est quoi les besoins en compétences? Donc on va prendre le temps. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Grégory, sur ce qu'on appelle une étude prospective dans le cadre d'un observatoire des métiers, une étude prospective des métiers de l'aérien. Donc, on va mener une étude. C'est Aérotech qui va porter, au fait. Hein. Moi, je fais le chèque avec la DETS. Merci à DETS. La DETS et la branche de l'aérien, on est cofinanceurs, mais il faut que ce soit les professionnels qui portent ce projet de l'étude. Il faut que ça soit au cœur de vos métiers. Donc, Greg, je suis désolé, c'est toi qui vas porter. Enfin toi et tes collègues, de manière à ce que vous soyez au cœur de cette étude et de ce que vous en attendez. Voilà. Et donc, c'est tous les acteurs qui sont là vont être interrogés pour nous dire c'est quoi nos besoins de demain, de manière à ce que nous, ensuite, opérateurs de compétences, on puisse se retourner vers la branche professionnelle et les acteurs publics pour aller chercher des financements, pour répondre aux besoins. Voilà. Quelle formation, quel financement, quel métier. Donc, on va le faire ensemble. Ravi d'être encore... en partenariat avec Monsieur Greg, qui a déjà partagé quelques missions dans le passé. Ravi d'être acteur et partenaire de la filière dans les mois et les années qui viennent.
Très bien, merci. Ça fait le lien peut-être avec la filière maritime qui a déjà, elle, engagé cette démarche. Et justement, peut-être les intermétiers entre les deux filières, parce qu'on en voit déjà un certain nombre. C'est ça aussi qui est intéressant. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, mon nom est Sébastien Camus, je suis le président du cluster maritime de La Réunion. Tout d'abord, un mot, bravo pour le dynamisme de Aérotech, hein, c'est très impressionnant. C'est une structure qui est assez jeune, mais qui a déjà développé énormément de projets. Il y a toujours eu une petite compétition entre le maritime et l'aérien, mais là, je pense qu'on va avoir de nouveau des sujets pour essayer d'être au moins aussi bon que vous sur le maritime. Donc, c'est très bien. Une saine émulation en perspective, et je pense que ça permettra de dynamiser encore plus nos actions respectives. Effectivement, il y a des passerelles, et c'est d'ailleurs à votre initiative, Aérotech, que nous nous sommes rencontrés sur certains sujets, 2 en particulier. Le premier qui est celui de la maintenance et la déconstruction. Nous avons exactement les mêmes problèmes ou les mêmes enjeux sur le maritime sur ces questions-là. Effectivement, nous menons actuellement, en tant que porteur de projet, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur ce secteur de la construction, déconstruction et maintenance navale, sur lequel nous avons des liens potentiels, puisque nos bateaux sont construits soit en matière composite, soit en aluminium ou en acier, mais pas mal en aluminium. Donc ce sont des matériaux qu'on retrouve aussi dans l'aéro et qui peuvent justifier que des formations, des emplois soient créés, qui puissent aussi bien travailler sur le maritime que sur l'aérien. Comme systématiquement sur nos économies insulaires, on a un problème, c'est l'économie d'échelle. À quel moment on justifie qu'une formation doit être créée? Quels sont les emplois ensuite? Quels sont les débouchés? Et est-ce que, et en tant que professionnel, est-ce qu'on est capable de suffisamment créer d'activités pour justifier qu'il y ait une formation au niveau local? C'est toujours les mêmes difficultés qui se présentent, et c'est vrai qu'en créant des passerelles entre nos différentes filières, on peut générer cette économie d'échelle qui va permettre ensuite de créer ces formations, de donner des débouchés à nos jeunes, et puis de faire des économies aussi aux entreprises, parce qu'au lieu de faire former les compétences et les métiers, soit à l'étranger ou ne serait-ce qu'en métropole, c'est la même chose, hein, avec la distance qui nous sépare, eh bien, on peut les faire former localement. Et donc là, on crée un entraînement, un effet de levier positif pour toute notre économie. Et c'est bien l'objectif de nos clusters ou d'Aérotech, c'est de créer de l'économie locale. Absolument. Avec peut-être un petit éclairage qui montre là pour le coup que le naval et le maritime est en avance. On parlait de déconstruction. À l'initiative de la Fédération des industries nautiques, il a été créé l'APER, hein, l'association qui permet aujourd'hui d'intervenir sur l'assistance à la traçabilité à partir du moment où on achète un bateau sur comment on va le recycler. C'est quelque chose qui n'existe pas dans l'aéro. Et c'était un des sujets de réflexion en disant ben, finalement, à l'appui de ce qu'a fait le naval, on pourrait peut-être, dans ce futur projet Karma, être à l'initiative de la création de ces associations à l'échelle de la filière aérienne pour transposer ce que le maritime, pour le coup, a très bien fait en application de la loi de transition écologique, où à partir du moment où un constructeur met en marché un bateau et qu'un acquéreur se porte propriétaire, il a l'obligation d'anticiper la fin de vie. C'est une démarche assez vertueuse et qui peut peut-être, pour le coup, la trouver être transposée dans l'aérien. C'est plus dans la partie nautisme, ce qui serait l'équivalent chez vous de l'aviation de loisirs ou de tourisme. Mais effectivement, de toute façon, si on ne verdit pas toutes nos activités, on risque de les arrêter à très court terme. Donc, c'est pas seulement du greenwashing, c'est un véritable verdissement des activités industrielles pour qu'elles soient durables. Alors, moi, en tant que représentant d'une entreprise de pêche, par ailleurs, dans mes activités professionnelles, ce qui est durable, c'est extrêmement important parce que sinon, on ne se projette pas dans l'avenir. La gestion des ressources est est essentielle. Et c'est pareil dans les activités industrielles. Il faut que ça fasse partie de l'équation. Et donc, effectivement, oui, cette démarche, elle doit être adaptée aussi à l'aéro. Et elle ouvre plein de champs sur des nouveaux métiers et donc une anticipation des compétences à stimuler.
Et si je peux me permettre, donc il y a un autre sujet où le cluster maritime a été extrêmement réactif. C'est quand on a parlé des drones et quand on a parlé de Flyer, la réaction a été immédiate, c'est je veux les rencontrer, je veux les voir. Et donc, pourquoi voir Flyer Eh bien, je vais aussi laisser François Vargas exprimer dans une démarche de marketing territorial qu'il explique aussi pourquoi La Réunion peut réellement être une terre de destination pour les drones, pour les essais, et de parler aussi justement du champ à construire, mais tellement vaste, des usages liés aux drones. Bon, merci. Oui, oui, si Voilà. ça marche. J'ai rencontré Monsieur Camus il y a exactement une semaine. Ils sont venus nous rendre visite, on a échangé, ça a été une visite très intéressante avec des questions non moins intéressantes et pertinentes, et je pense qu'il y a du futur dans nos relations et nos échanges. Alors, nous, on est venu s'installer à La Réunion, et depuis le début, ça va faire 10 ans maintenant, je le répète continuellement, c'est un choix stratégique. Ça n'a pas été un choix facile, parce que c'est pas facile d'être à La Réunion, pour plein de raisons, surtout dans le métier qu'on fait. Mais il y avait 4 raisons pour ça. La première raison, c'est que les drones, tout le monde en parle. Malheureusement, ça ne va pas être aussi simple de les faire voler. Ça ne va pas être aussi simple que ce qu'on voit dans les médias ou ce que les médias disent au niveau de ce qui va être fait avec des drones, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de réglementation. Et La Réunion, pour nous, on savait que, vu sa situation géographique, on n'aurait pas franchement de problème pour faire des essais en vol. Parce que faire des drones, c'est très bien, mais il faut pouvoir les faire voler. Et si on prétend qu'on peut rester 1 heure, 2 heures, 10 heures, 2 jours en l'air, il va falloir qu'on démontre qu'on reste 1 heure, 2 heures, 10 jours, 2 jours en vol. Si on fait des cercles d'1 kilomètre autour d'un point, ça ne veut absolument rien dire de rester 2 jours en l'air. Par contre, si on va à des milliers de kilomètres et on revient, ça commence à vouloir dire quelque chose. Et La Réunion, pour ça, c'est un endroit qui est absolument exceptionnel, parce qu'il n'y a pas de trafic aérien conséquent, surtout en bas niveau. Il n'y a pas de gros trafic maritime avec un taux d'humains par kilomètre carré ou 1000 carrés très, très important. Donc, il est plus facile de justifier la sécurité du drone. S'il se crache, les probabilités pour qu'il tue quelqu'un sont extrêmement faibles. Et les autorités sont très, très à cheval sur ce fameux chiffre de 10 puissance moins 6 ou 10 puissance moins 7. Donc, la Réunion, c'était pour nous, c'était avant tout le point numéro 1. Le point numéro 2, les drones, encore une fois, donc c'est pas simple à faire évoluer parce qu'il y a les problèmes de réglementation. C'est pas demain que vous verrez des pizzas qui vont arriver avec des drones, bien qu'il y en ait d'autres qui disent le contraire, mais je suis prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table sur ce sujet. Demandez à M. Montocchio. On connaissait bien, avec mon partenaire qui est le cofondateur, on connaissait très très bien les marchés africains, Moyen-Orient, Asie et Asie du Sud-Est, et La Réunion est au centre de ces marchés, ce qui veut dire que pour nous, c'était plus facile pour échanger. Troisième sujet, c'est on a toujours dit qu'on voulait faire, on devait être capable de pouvoir faire des composites, de pouvoir concevoir des machines aériennes, des avions, et être entièrement autonome sur le plan énergétique. On ne va pas aller se mettre au pôle Nord pour faire ça. On s'est mis à La Réunion, c'est un bon choix puisqu'on a un bâtiment qui est entièrement autonome, que ce soit pour l'électricité ou que ce soit pour la chaleur, puisqu'on a un four qui est en permanence fonctionnel 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans apport d'électricité de l'EDF. On se sert de l'EDF. L'EDF, c'est notre comment on appelle ça, secours. C'est le générateur de secours. Ce qui nous coûte cher, c'est l'abonnement d'être accordé au réseau. Et puis le quatrième point pour lequel on est venu à La Réunion, c'est
Les drones sont classés, dès qu'on commence à taper dans des catégories un peu importantes, comme des matériels sensibles au niveau des Nations Unies. Ce qui veut dire qu'il faut des autorisations, import, export, que ce soit pour le matériel lui-même ou pour des éléments qui peuvent rentrer à l'intérieur du drone, que ce soit des matériaux composites ou que ce soit des boîtes comme les autopilotes ou des choses comme ça. Le fait d'être à La Réunion, on est en France, on est en Europe, ce qui veut dire que si j'ai besoin demain d'acheter un autopilote aux États-Unis qui est contrôlé, j'aurai le droit de l'amener à La Réunion sans aucun problème. Tant qu'on fait du développement, c'est très bien. Je ne parle pas de la vente, parce que la vente, c'est un sujet complètement différent. Mais pour développer des produits, La Réunion est vraiment idéale. Et puis, il y a un sujet dont on parle peu, mais bon, on est sous les cocotiers et il fait pratiquement 365 jours par an beau, quoi. Il ne fait pas mauvais. Donc, les campagnes d'essai en vol, quand elles sont programmées ici, en général, on vole pratiquement tous les jours et plusieurs fois par jour. C'est très, très rare où on est coincé dans le hangar à rien pouvoir faire. Alors, vous voyez, on est loin de tout. Ça, c'est l'inconvénient d'être à La Réunion. On est loin de tout, ce qui veut dire qu'il y a des capacités, des choses qu'il faut faire venir. Ça coûte cher. Nos partenaires sont disséminés dans le monde entier. Ça ajoute énormément au coût de développement. Mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et tout le reste. Donc, il faut faire des choix. Et c'est pour ça qu'on est à La Réunion. Belle promotion de Lille, merci. J'y suis pour rien, c'est La Réunion. L'intervention de Sébastien. Oui, juste dire merci à M. Varigas de nous avoir invités à visiter son entreprise. Je pense que c'est vraiment un exemple typique de l'interface entre l'aérien et le maritime, puisque un des usages principaux de vos produits, entre guillemets, pourrait être et doit être la surveillance maritime. Donc clairement, c'est un sujet qui nous intéresse, qui intéresse aussi, je l'espère, les services de l'État qu'on a essayé de faire venir chez vous et faire connaître un peu plus votre boutique. Il faut se rappeler aussi que la France a pris tout récemment la présidence de la Commission de l'océan Indien. Et dans les deux priorités de la présidence française de la COI, il y a en un la surveillance maritime, en deux l'économie bleue. Et donc dans ce cadre-là, on espère que des entreprises comme la vôtre pourront être mises en avant dans un cadre régional. Et pourquoi pas faire de La Réunion le véritable porte-avions de la surveillance maritime pour demain. En tout cas, on espère qu'avec la présidence française de la COI, on y arrive. Absolument, merci. Et peut-être désormais, on parle de COI, on parle demain de la présence de Damien Cazet, de cette synergie entre les différents secteurs. Lionel, Montocchio, donc d'un mot finalement de toute cette transversalité, à la fois horizontale mais verticale. Merci beaucoup, Grégory, et merci. Moi, je suis d'abord totalement convaincu des passerelles air, mer et après et espace. En fait, on a Damien Cazet, directeur général de l'aviation civile. Il viendra en octobre, mais il fut dans une vie antérieure directeur des affaires maritimes. Moi, je suis aéronautique, mais de tradition maritime, mais je suis dans la réserve de la Marine nationale. Et en fait, tout ce qui peut être fait pour développer les passerelles, mais notamment, je sais que le CROSS est intéressé au niveau du développement des drones. On a également développé le lien avec le centre requin. Effectivement, je pense que c'est très, très, très important. Au niveau d'octobre, on sera très, très content d'avoir le cluster maritime et peut-être le patron du cluster maritime français. Vraiment, on y croit réellement à ces synergies entre l'aérien, l'aéronautique, l'espace et le maritime. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des échanges d'idées, de bonnes pratiques, et après, effectivement, des échanges conjoints pour justement traiter ce problème d'économie d'échelle. Hein. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, peut-être que je vais
aborder la question de l'espace. Absolument. Voilà. Alors, au niveau de l'espace, j'avoue avoir été convaincu de la vocation et du potentiel spatial de La Réunion depuis déjà quelques années par Guy Pignolet. Hein. Alors, les raisons stratégiques, c'est d'abord Réunion, comme Hawaï, partie intégrante d'un pays développé, qui a une vocation déjà aéronautique et spatiale. Deuxièmement, avec le développement futur, c'est les développements de satellites plus petits, donc on n'a pas besoin d'être sur l'équateur, donc la latitude est tout à fait, tout à fait possible. L'argument du 10-7 au niveau de exactement la même chose pour les drones, ça c'est un argument très important au niveau de la sécurité et du positionnement au niveau de lanceurs, notamment le lanceur et suborbital. Et existence d'infrastructures aéronautiques. En plus, ça c'est, on le voit sur les premiers projets qui sont en gestation, le fait d'avoir, bon, on a l'aéroport de Pierrefonds avec au sud des vastes étendues qui sont tout aussi bien que le dessert de Mojave. Hein. On a également à l'arrière-pays des paysages qui sont assez proches des paysages lunaires, donc pour de la formation de spationautes. Et puis également, alors après, il y a le facteur humain qui est très important. Quand on voit le réservoir disons, de vocation, d'intérêt du secteur aéronautique et spatial, ça, c'est un élément très important, le facteur humain. Et le facteur humain, développé, là ça va nous faire gagner énormément de temps, la présence d'un sage et d'un scientifique comme Guy Pignolet qui a développé des vraies connexions avec les spécialistes mondiaux, français, bien sûr, c'est grâce à ça aussi qu'on a l'intérêt des spationautes français comme Jean-Jacques Favier, qui est venu plusieurs fois à La Réunion. Il a également le contact avec développer les contacts avec les équipes américaines de la NASA, du Japon, de la Russie. Il est aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Alors je ne sais pas s'il est encore en ligne, il est peut-être retourné en congrès. En tout cas, la capitalisation de toute cette connaissance fait effectivement que, il a déjà transmis beaucoup d'intérêt et de vocation au niveau des jeunes. Il a pu également développer des talents comme Erika présente. Voilà, et l'intérêt, donc ça, on part avec des atouts importants au niveau du spatial. Là, je sais qu'il y a plusieurs projets qui sont en gestation, comme le projet Eurohab qui a été évoqué, porté par Yospace, le potentiel d'une campagne. Alors ça, maintenant, il faut trouver un porteur de projet qui est beaucoup plus en fait c'est en fait une agence de voyage, une agence très structurée en fait, hein, qu'un porteur, parce qu'on sait qu'au niveau technique, c'est possible, mais là également après le concours de Yospace, mais il faut trouver un armateur, comme on dit, au niveau d'une opération de tourisme à haut niveau, et également un lien avec l'université pour des heures, pour des heures de recherche. Voilà. Mais en fait, ce projet de 0G avec Novespace et Jean-François Clairvoy me paraît crédible. Si on n'avait pas eu la crise sanitaire, peut-être qu'on l'aurait fait en 2021. Bon, c'est repoussé. Voilà. 0G, Eurohab. Alors, j'ai également mobilisé le responsable de tout ce qui est projets spatiaux à la DGAC et qui est dans le groupe européen qui définit les critères pour les futurs spaceports. Moi, je suis convaincu que Pierrefonds a des grandes qualités pour être pas un potentiel spaceport. En tout cas, je crois plus en Pierrefonds que dans les Canaries ou le Tenerife où il y a un trafic très important. Voilà, donc donc il va venir à La Réunion. J'espère qu'également toute la démarche qu'on a
pour développer des compétences humaines, ça va être l'atout aussi qui va accroître les facteurs clés de succès du positionnement, sachant que de toute façon, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. C'est plusieurs projets, plusieurs briques, et puis en fin de compte, la réussite d'un ou deux projets va augmenter la réussite des autres, en fait. Hein. Et il y a de la place pour tous les talents. Alors, comme on a on a au dernier salon du Bourget, on a eu le démonstrateur du Rafale qui était Babouk, venait de la Réunion. Je sais que on a une candidate dans la liste des futurs spationautes qui est Varinka Ponamale, la fille d'un de nos contrôleurs de la DESA qui vient de prendre sa retraite. Donc effectivement, si dans 5 ans, on a une spationaute et un spaceport bien avancé, et plusieurs projets, la Réunion, il y aura eu de la valeur ajoutée. Et puis tout ça, effectivement, le spatial, l'aéronautique et le maritime, bien sûr, tout ça, c'est en synergie. Donc, encore merci d'abord à Guy Pignolet et à tous les talents qui sont motivés pour développer et qui croient au positionnement spatial de la Réunion. Peut-être aussi un éclairage complémentaire tel que Lionel Montocu vient de l'exprimer. On parle de suborbital aussi, avec tout l'applicatif sur l'océanographie opérationnelle, hein, parce que dans la surveillance maritime, il y a tout ce qui va être explorer le champ de la connaissance sur cette zone sur laquelle on sait qu'on a l'immensité de la découverte de tout ce qui est les réserves marines en termes de biodiversité. Et on voit bien là aussi les connexions. Et c'est le clin d'œil aussi avec la formation initiale. Pour petite information, l'ISIROI a déjà travaillé sur le premier CubeSat. Donc on n'est pas dans un futur si éloigné que ça. Non, mais je sais. Et puis en plus, aujourd'hui, le grand développement au niveau des spatiales, c'est le traitement des données, le big data, donc avec des satellites beaucoup plus petits. Voilà. Et donc, je sais qu'il y a également un projet très intéressant de centre culturel spatial. Bon, voilà, il y a plusieurs projets en gestation. Il y a de la place vraiment pour tous les talents et encore. Et si tout cela se développe, effectivement, le gros problème, ça sera d'anticiper et de ne pas être trop en retard dans la maturation des compétences. Hein. Voilà. Et puis également, je reprenais au bon ce que me disait M. Camus. Donc, au niveau de la COI, c'est vrai que c'est une chance que de la présidence française. Et effectivement, même l'approche au niveau de l'analyse des besoins de compétences, il faut d'abord le faire sur notre territoire, c'est sur la France de l'océan Indien, mais très vite. Et au niveau aéronautique, ils étaient tout à fait prêts à le faire avant la crise, le faire au niveau des îles de la COI. Et après, par cercle concentré, que nous, on a également une action de coopération avec le Mozambique. Voilà. Mais en tout cas, au-delà de la France de l'océan Indien, il faudra effectivement faire ça au niveau des îles de la COI. Hein. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Lionel. Je vois qu'il est 16h35. On va tâcher d'être respectueux justement des horaires que nous sommes imposés, de réellement remercier l'ensemble des personnes présentes et à distance, de remercier justement, je sais que vous avez tous énormément de travail, qu'il peut y avoir la frustration de venir pour quelques minutes, mais c'est extrêmement aussi important pour nous. Demain, ces vidéos, cette invention donc seront largement partagées, de vous donner un maximum de visibilité. Encore merci parce que
il s'agit effectivement pour nous de nous investir concernant Aérotech et les acteurs de la filière, donc de s'investir pour porter les différents projets, mais par votre présence, donc vous montrez qu'effectivement notre rôle a du sens, que notre action a du sens. Encore une fois, c'est à chaque fois de mobiliser du temps, mais encore, je vais arrêter de remercier, je l'ai déjà dit trop de fois, de vous dire que le prochain rendez-vous, ce sera bien entendu les 6 et 7 octobre au cours d'Aeroplace, qu'effectivement les stands, grâce au financement que nous avons sur cette action, donc les stands sont à disposition et qu'il s'agira de donner un maximum de visibilité à l'ensemble de vos projets. Donc nous sommes à votre disposition pour évoquer tout cela et de vous dire à très bientôt. Et merci encore à tous.